Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le tic-tac de l'horloge sur le mur lambrissé de chaînes résonnait dans le bureau silencieux, comme un avertissement lent et délibéré. Sophia était assise bien droite au bord du fauteuil en cuir, ses jointures blanchies par la force avec laquelle elle serrait son carnet. L'air dans le bureau du notaire était lourd, comme imprégné de l'odeur du vieux papier, de l'autorité et des décisions définitives. Dehors, Boston était enveloppé d'un gris d'automne tardif, le genre de ciel qui rendait tout plus pesant, plus irrévocable. Elle n'avait que 20 ans, étudiante en droit, brillante et déterminée, élevée par une mère célibataire qui avait tout fait pour lui offrir un avenir. Et maintenant, cet avenir était en jeu, enfermé dans une enveloppe jaunie scellée à la cire. Whitlock, le notaire de longue date de la famille, était assis en face d'elle, posture rigide, ses doigts ouvrant méthodiquement le testament de Charles Bennett, son grand-père, l'homme qui l'avait élevé après le décès de sa mère, qui lui avait offert de la chaleur à la place des mots, de la structure à la place du chaos. Et pourtant, même dans la mort, il semblait avoir une dernière condition. La succession, dit Whitlock, ajustant ses lunettes sans lever les yeux, sera entièrement transmise à mademoiselle Sophia Bennett, y compris la maison de Chestnut Street et le fonds éducatif, à une condition. Sophia retint son souffle. Son cœur s'emballa. Elle doit être légalement mariée à un homme de réputation irréprochable avant son 21e anniversaire. Sinon, l'ensemble de l'héritage reviendra à la fondation Bennett. Les mots tombèrent comme des briques sur sa poitrine. Quoi? La voix de Sophia se brisa, mêlée d'incrédulité et de colère grandissante. Il veut que je me marie pour de l'argent, ce n'est pas rare dans les vieilles familles, répondit Whitlock avec l'indifférence de quelqu'un qui en avait trop vu. Il voulait s'assurer de votre sécurité, que vous soyez protégé. Protéger, un mot qui ressemblait plus à une cage qu'à un bouclier. J'étudie le droit. Je peux me protéger moi-même, dit-elle. Whitlock la regarda enfin, son expression indéchiffrable. Alors utiliserez-vous votre éducation pour trouver un moyen de respecter cela sans compromettre votre intégrité. Elle quitta le bureau avec la lettre serrée dans sa main comme une malédiction. L'air froid dehors mordit sa peau, mais le frisson qu'elle ressentait venait de l'intérieur. Se marier en moins d'1 an? Comment son grand-père, un homme qui avait encouragé son indépendance et sa détermination, pouvait-il réduire son avenir à une case à cocher concernant son statut marital? Les jours suivants furent un tourbillon d'anxiété, de frustration et d'impasse. Son 21e anniversaire était dans 10 mois, pas assez de temps pour rencontrer quelqu'un, construire une confiance, tomber amoureuse, ou même faire semblant. Elle ne voulait pas d'un mariage factice, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner la maison qui contenait tous les souvenirs de sa mère, ni le fonds de bourse qui payait sa dernière année à Harvard. Son cœur et son esprit s'affrontaient en silence. L'orgueil luttait contre la peur jusqu'à ce qu'on frappe à sa porte. C'était un messager, bien habillé, poli, tenant une lettre ornée du sceau de la famille Bennett. À l'intérieur, un nom, un homme, et un rendez-vous. Nathan, l'exécuteur testamentaire, le tuteur légal de la succession, et l'homme que son grand-père avait chargé de conseiller et d'aider à remplir la clause finale. Nathan n'était pas un inconnu pour Sophia, pas directement, mais son nom portait un poids comme le tonnerre dans le monde juridique. Un juge fédéral connu pour des décisions qui faisaient les gros titres, pour son code moral inflexible, célibataire, sans enfant, et, d'après ce qu'elle avait pu trouver en ligne, vivant dans un manoir historique sur Beacon Hill. Elle ne savait pas pourquoi il avait accepté de la rencontrer, ni ce qu'il voulait, mais lorsqu'elle se tint devant la porte de sa demeure cet après-midi de vendredi, regardant la façade imposante en pierre de la propriété Harrington, quelque chose en elle changea une prémonition, ou être la prise de conscience que sa vie était sur le point de se diviser en deux. Avant Nathan et après Nathan. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une gouvernante aux yeux perçants et aux mains douces l'invita à entrer. Elle traversa des couloirs bordés de portraits et de silence, le genre de silence qui semblait délibéré, organisé, comme si la maison elle-même avait des limites qu'elle ne voulait pas voir franchies. Il l'attendait dans la bibliothèque, grand, posé, son costume gris impeccable, ses cheveux noirs soigneusement coiffés en arrière. Mais ce furent ses yeux qui la figèrent bleu acier, pas froid mais distant, contrôlé, comme si la chaleur était quelque chose qu'il s'était entraîné à cacher. « Mademoiselle Bennett, dit-il en guise de salutation, se levant sans avancer, merci d'être venue. Elle hocha la tête, sa voix coincée quelque part dans sa gorge. Juge Harrington, Nathan suffira. Asseyez-vous, je vous prie. La pièce était remplie de livres mais manquait de confort. Tout était ordre, retenue, fonction plutôt que sentiment, tout comme l'homme lui-même. Je comprends votre position, dit-il, allant droit au but, et je ne vais pas perdre votre temps. Je suis l'exécuteur. Je n'ai aucun pouvoir sur les stipulations du testament, mais je suis chargé de vous aider à les respecter.
Elle releva le menton. Vous pensez qu'il est juste que je sois forcé de me marier pour accéder à ce qui devrait déjà m'appartenir? Il croisa son regard. Pendant un instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux, peut être du regret, peut être un souvenir, mais cela disparut trop vite. Je pense que l'équité est un luxe que la loi offre rarement. Un silence s'installa entre eux, pas gênant mais dense, chargé. Puis il ajouta, j'ai examiné votre dossier, vos notes, votre éthique de travail, votre indépendance. Vous méritez mieux qu'une transaction. Cela la surprit, mais il continua. Nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit, nous ne pouvons que naviguer. Son cœur battit plus vite. Que suggérez-vous? Il se pencha légèrement en arrière. Un mariage qui respecte la clause. Légal, contraignant, mais avec des termes clairs et une date de fin. Elle le fixa, stupéfaite. Vous voulez dire un mariage de convenance? Son souffle se bloqua. Ça ne pouvait pas être réel. Ce n'était pas l'école de droit. C'était un contrat écrit avec des émotions et des circonstances, un étranger proposant une union sans amour, sans romantisme, juste de la légalité. Et pourtant, dans sa voix, il n'y avait ni manipulation, ni arrogance, juste une raison calme et mesurée. Vous ne me connaissez pas, dit-elle, scrutant son visage à la recherche de signes de motivation. Je n'en ai pas besoin, répondit-il. J'ai confiance en Charles Bennett, et il avait confiance en vous. Une partie d'elle voulait crier, une autre voulait pleurer, mais il y avait aussi une petite voix étrange qui murmurait, cet homme n'est pas ce qu'il semble être. Elle se leva lentement, incertaine de dire au revoir ou d'entrer dans quelque chose d'irréversible. Je vais y réfléchir, dit-elle, et il se contenta de hocher la tête, comme s'il savait déjà, d'une manière ou d'une autre, qu'ils n'étaient plus des étrangers. Le silence à l'intérieur de la résidence Harrington était presque sacré. Ce n'était pas le genre de silence qui venait du vide, c'était celui qui exigeait le respect. Chaque seconde qui passait résonnait contre les murs de pierre, chaque pas était adouci par des tapis persans, chaque souffle était prudent, mesuré, comme si la maison elle-même avait des règles qu'on ne pouvait pas enfreindre. Sophia revint au manoir 3 jours après leur première rencontre, cette fois non pas en tant que visiteuse, mais comme quelqu'un qui essayait de décider si elle laisserait cet homme, cette maison, cet arrangement façonner sa vie. Elle portait un manteau gris doux, boutonné jusqu'au cou, ses cheveux tirés en arrière soigneusement. Tout en elle semblait composé, sauf ses yeux, ils étaient agités, scrutant les détails de l'endroit, le travail du bois riche, les lustres anciens, l'odeur de cire et de vieux papier. Tout ici semblait délibéré. Madame Carver, la gouvernante discrète, la conduisit une fois de plus à la bibliothèque, où Nathan se tenait près de la cheminée, un verre d'eau à la main, sans la moindre trace de surprise sur son visage lorsqu'elle entra. « Mademoiselle Bennett, dit-il en guise de salutation, sa voix comme un courant calme, vous êtes venue. J'ai dit que j'y réfléchirais, répondit-elle, entrant dans la pièce et retirant ses gants. J'ai réfléchi. Il attendit. Je le ferai. Un petit hochement de tête, pas de réaction, pas de triomphe, pas de soulagement, juste de l'acceptation. Nathan ne traitait pas avec les sentiments, du moins pas de manière visible. Il y aura des documents, dit-il, des accords, des limites. Je suppose que vous voudrez les faire examiner. Je le ferai, répondit-elle, mais pas parce que je ne vous fais pas confiance, parce que je veux me faire confiance. Cela le fit s'arrêter, un éclat de quelque chose passa derrière ses yeux, peut être de l'admiration, peut être de l'inquiétude. Vous êtes libre de vivre votre vie, continua-t-il, ami, court, objectif. Rien ne change sauf si vous le voulez. Et vous? Demanda-t-elle, croisant les bras. Qu'attendez-vous de cela? Il resta silencieux un moment, puis dit, que nous respections la clause discrètement, avec dignité, que vous ayez accès à votre héritage, et que je remplisse mon devoir envers Charles. Ces mots étaient précis, comme si chaque syllabe avait été pesée avant d'être prononcée, mais il y avait toujours un mur autour de lui, pas seulement juridique ou émotionnel, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Elle l'étudia en silence. Vous connaissiez bien mon grand-père. Oui. Et vous avez accepté cela, être mon tuteur légal, m'épouser pour un testament? J'ai accepté d'honorer ses souhaits et les vôtres, si vous choisissiez de continuer. Encore ce choix soigneux des mots. Vous séparez-vous toujours de ce que vous ressentez? Demanda-t-elle doucement. Son expression changea, à peine. Les sentiments compliquent la loi, et j'ai construit une carrière en restant clair. Sa poitrine se serra à cela. Quelle sorte de vie cela devait-il être? Alors qu'il se dirigeait vers le bureau, sortant un dossier, les yeux de Sophia balayèrent la pièce, et pour la première fois, elle remarqua la photo sur l'étagère. Une vieille photo en noir et blanc, un garçon d'à peine 10 ans, debout entre deux adultes au visage solennel. Nathan, même enfant, semblait formel, seul même en compagnie. Je signerai, dit-elle. Il lui tendit le papier. Pas de précipitation, dit-il, mais le mariage devra avoir lieu dans les 60 prochains jours pour éviter des complications avec la succession, 60 jours.
Elle avala le poids de ce nombre. Y aura-t-il des invités? Non, dit-il, sauf si vous souhaitez inviter quelqu'un. Je ne veux pas. Et il hocha la tête, comme si cela correspondait parfaitement à ce qu'il avait prévu. Le jour du mariage arriva comme l'hiver sans fanfare, sans douceur. Il se tenait dans le bureau d'enregistrement du centre-ville, entouré par le silence stérile des couloirs gouvernementaux. Pas de fleurs, pas de musique, juste un juge que Sophia n'avait jamais vu, lisant des mots censés unir les cœurs mais qui ne servaient maintenant que de formalité. Nathan portait un costume anthracite, être le même qu'il portait au tribunal. Sophia portait une robe bleu pâle qui avait appartenu à sa grand-mère. Les manches étaient un peu lâches, la taille un peu serrée, mais cela lui donnait l'impression que quelqu'un veillait sur elle. Ils signèrent les papiers, prononcèrent les vœux. Personne ne pleura, personne ne sourit. Lorsque le juge leur demanda de sceller la cérémonie par un baiser, Nathan hésita, juste une seconde, puis se pencha et effleura ses lèvres des siennes doux, distants, un frôlement plus qu'un baiser, un contrat plus qu'une promesse. Puis ce fut fini. Madame Carver les attendait à la maison avec 2 verres d'eau pétillante et un plateau de biscuits au citron. Nathan s'excusa avec la formalité d'un homme retournant à une réunion d'affaires. « Votre chambre est prête, Madame Harrington », dit doucement la gouvernante. Sophia tressaillit à ce nom. Elle la suivit dans un couloir silencieux, loin de l'aile principale, passant devant des tableaux qu'elle n'avait pas remarqués auparavant, des paysages, des routes vides, des collines brumeuses. Chaque pièce de la maison semblait refléter l'âme de Nathan, belle mais inaccessible. La chambre était grande, impeccablement entretenue. Un lit à baldaquin avec du linge pâle, une fenêtre donnant sur le jardin, un bureau, un coin lecture. Chaque coin parlait de solitude. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, la pluie commençant à taper contre la vitre, Sophia sentit le poids de tout cela s'installer sur elle. Elle avait 20 ans, mariée à un homme qui ne voulait pas d'elle. Liée à une maison qui ne ressemblait pas à un foyer, en possession d'un héritage qui semblait maintenant un fardeau. Et pourtant, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, une curiosité, une question, une attirance. Qui était cet homme derrière le masque du juge? Qu'est-ce qui l'avait rendu si prudent avec ses émotions, et quelque chose ou quelqu'un serait-il jamais assez pour percer cette barrière? Les jours après la cérémonie se déroulèrent comme les pages d'une histoire que ni l'un ni l'autre n'avaient écrite, mais dans laquelle ils vivaient maintenant tous les deux. À la propriété Harrington, la vie reprit avec une prévisibilité silencieuse. Nathan se réveillait à 6 Jersey, quittait la maison précisément à 6h45 et rentrait juste après 20h. Sophia, en revanche, remplissait son temps avec des cours à l'université, des sessions d'études à la bibliothèque et de longues promenades dans l'air frais de Beacon Hill, tout cela pour tenter de faire taire le chaos intérieur. Ils se voyaient mais parlaient rarement. Les repas étaient pris séparément, leurs horaires, bien que non délibérément opposés, ne semblaient jamais se croiser par hasard. Mais même dans ce silence, un rythme étrange se formait, que ni l'un ni l'autre ne comprenait pleinement, mais qu'aucun ne pouvait ignorer. Un soir, un léger coup frappa à la porte de Sophia. Elle venait de rentrer du campus, son sac encore par terre, son manteau drapé sur la chaise, ses cheveux en une tresse lâche, ses joues rougies par le vent. Elle s'arrêta avant de répondre. C'était Nathan. Il se tenait dans le couloir, aussi posé que toujours, bien que quelque chose dans sa posture, main jointe derrière le dos, poids légèrement décalé, trahissait une hésitation. « Je voulais vous demander, commença-t-il, si vous seriez disponible pour dîner. Ce soir? Avec moi ?» Ses sourcils se levèrent légèrement. « Dîner ?» Il hocha la tête une fois. « Ici. Juste nous. J'ai pensé que ce serait approprié, après tout. » Une longue seconde passa, puis une autre. « Je viendrai, » dit-elle simplement. En bas, la salle à manger était éclairée d'une douce lumière ambrée, pas romantique, juste assez chaude pour être moins clinique que d'habitude. Une table pour deux avait été dressée près de la cheminée, le genre de détail que Sophia soupçonnait avoir été arrangé par Madame Carver. Elle arriva quelques minutes en retard, exprès, et lorsqu'elle entra, Nathan se leva. Elle le remarqua alors, il semblait différent hors du cadre du tribunal. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées une fois. Il ressemblait moins à un juge et plus à un homme. « Vous êtes élégante » dit-il. Sophia inclina la tête. Cela ressemblait presque à un compliment. « Parce que c'en était un » répondit-il sans ironie. Elle s'assit en face de lui, incertaine de comment interpréter son ton. Le repas commença en silence, avec des plats légers servis par la gouvernante, puis retirés discrètement. Ce ne fut qu'au plat principal que Sophia parla. « Vous vivez toujours comme ça » demanda-t-elle, jouant légèrement avec sa fourchette. « Tant d'espace, si peu de gens. » Nathan jeta un coup d'œil autour de lui. « Ça me convient. Ça convient à l'isolement, pensa-t-elle. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Je n'avais pas réalisé que vous étudiez la psychologie maintenant. J'étudie les gens, dit-elle, sa voix stable, et le silence dit beaucoup. » Sa mâchoire se contracta, légèrement.
Et le mien dit quoi? Que vous ne voulez pas être vu. Pas vraiment. Il se pencha en arrière. C'est une supposition. C'est un sentiment, répondit-elle, et j'ai appris à ne pas ignorer les miens. L'air s'épaissit entre eux, pas de colère, mais quelque chose d'électrique. Sophia soutint son regard, refusant de détourner les yeux en premier. Puis Nathan expira, juste un léger changement, et les coins de sa bouche se relevèrent, à peine. Vous n'êtes pas ce que j'attendais. Qu'attendiez-vous? Une fille effrayée, désespérée pour son héritage? Sophia haussa un sourcil. Et qu'aviez-vous prévu de faire avec une fille effrayée? Il ne répondit pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce que la question elle-même avait tiré quelque chose trop près de la surface. Elle posa sa fourchette doucement. Je n'ai pas choisi cela, mais je ne vais pas être réduite à un arrangement juridique. Je n'avais jamais l'intention. Vous n'avez pas à avoir l'intention de faire sentir quelqu'un invisible, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Parfois, le silence le fait tout seul. Une autre pause. Nathan la regarda de l'autre côté de la table, et pour la première fois, il n'y avait pas de bouclier dans son expression, juste un éclat de quelque chose sans garde peut, être du regret, peut, être de la reconnaissance. Je vais essayer, dit-il doucement. Ce n'était pas dramatique, pas grandiose, mais c'était la première chose réelle qu'il lui avait offerte. Après le dîner, elle aida à débarrasser son assiette, refusa l'assistance, puis, dans le couloir à l'extérieur de la salle à manger, elle s'arrêta. Je sais que ce n'était pas ce que nous voulions, dit-elle, mais je suis ici maintenant, et je ne vais pas disparaître juste parce que vous trouvez plus facile de prétendre que je ne suis pas là. Nathan hocha lentement la tête. C'est juste. Elle commença à monter les escaliers, puis s'arrêta à mi-chemin et se tourna. Vous ne me faites pas peur, Nathan, dit-elle, et vous ne m'impressionnez pas non plus. Son expression ne changea pas, mais sa respiration eut une inspiration silencieuse. Je ne suis pas ici pour impressionner, répondit-il. Alors nous pourrions bien nous entendre. Sur ce, elle disparut au coin, le laissant là, écoutant l'écho silencieux de ses pas s'estompant à l'étage supérieur. Plus tard cette nuit-là, Nathan se tenait à la fenêtre de son bureau, sirotant un scotch, regardant la pluie tracer des lignes sur la vitre. Elle avait raison. Il avait essayé de la réduire à un contrat, un devoir, une formalité. Mais elle avait défié toutes ses attentes pas avec arrogance, mais avec un feu discret. Elle n'était pas bruyante, mais elle était puissante, et pire, elle lui faisait ressentir des choses qu'il avait depuis longtemps réduites au silence. Et maintenant, il ne savait pas comment les faire taire à nouveau. Le mariage légal de Sophia et Nathan avait été déposé, enregistré et tamponné par le Commonwealth du Massachusetts, un processus si rapide et dénué d'émotion qu'il fit à peine une vague dans le grand schéma de leur vie. Mais à l'intérieur des 4 murs de la propriété Harrington, c'était comme si quelque chose avait bougé dans les fondations, pas bruyamment, pas visiblement, mais indéniablement. Il n'y avait pas de lune de miel, pas de photos, pas de changement de statut relationnel, juste 2 personnes partageant le même espace sous un contrat qu'aucun d'eux n'oserait qualifier de romantique. Sophia emménagea dans sa suite désignée, une aile privée nichée derrière un long couloir, complète avec chambre, salle de bain, coin bureau et une petite terrasse donnant sur les jardins arrière. C'était magnifique, isolé, impeccable et totalement froid. Le silence dans la maison était oppressant. Les pas résonnaient, les portes se fermaient comme des secrets cachés. Le personnel se déplaçait discrètement, toujours respectueux, toujours distant. Il l'appelait maintenant Madame Harrington, et chaque fois que Sophia l'entendait, elle avait l'impression d'essayer un nom qui ne lui appartenait pas. Nathan, fidèle à sa parole, gardait ses distances. Il partait tôt pour le tribunal, rentrait tard et n'envahissait jamais son côté de la maison. Elle le voyait rarement, sauf lors des dîners occasionnels qu'il partageait dans une formalité feutrée, parlant uniquement des emplois du temps, de la météo et des gros titres des journaux. Et pourtant, quelque chose se passait sous la surface. Cela commença par de petites choses, des gestes subtils. Une pile de livres de droit frais laissés sur son bureau, tous annotés avec des onglets et des notes dans une écriture soignée et concise, l'écriture de Nathan. Puis vint la tasse de thé à la camomille qui apparaissait sur le rebord de sa fenêtre tous les soirs vers 22h, sans faute, sans explication, sans mots, mais elle était là, toujours chaude. Et puis il y avait les regards pas fréquents, pas évidents, mais lourds de quelque chose d'innommé. Un après-midi, Sophia entra dans la bibliothèque pour rendre un livre et trouva Nathan assis dans le fauteuil, en train de lire. Il leva les yeux, surpris. C'était la première fois qu'elle le voyait sans veste, manches retroussées jusqu'aux avant-bras, col légèrement desserré. « Je ne savais pas que vous étiez ici, dit-elle. »« Je le suis souvent, répondit-il, fermant lentement le livre. C'est la seule pièce qui ne semble pas vide. » Elle s'assit sur le canapé en face sans demander, prit un roman. Ils lurent en silence pendant près d'1 heure, les pages tournant doucement, sans conversation, sans proximité. Mais lorsqu'elle se leva pour partir, elle le sentit, le poids de ses yeux s'attardant sur son dos. Une autre nuit, il plut,
Le tonnerre roula sur la ville, faisant trembler les fenêtres. Sophia se tenait près de la porte de la terrasse, regardant le jardin se brouiller en gris, lorsqu'elle remarqua quelque chose, Nathan, dehors, sans parapluie, marchant lentement sous l'orage. Elle l'observa alors qu'il s'arrêtait sous le chêne, celui qui se dressait comme un monument au bord de la propriété, et inclinait son visage vers le ciel. Il semblait si seul, si humain, et pour la première fois, elle se demanda quel genre de chagrin il portait, ce qui avait poussé un homme comme lui à choisir la solitude si farouchement. Le lendemain matin, elle laissa une note pliée à côté de son assiette de petit déjeuner. Il y a quelque chose de thérapeutique à laisser la pluie vous toucher quand personne ne regarde. Je comprends cela plus que vous ne le pensez. Elle ne le vit jamais la lire, mais le lendemain soir, lorsqu'elle rentra dans sa suite, il y avait un petit vase de pivoine blanche sur son bureau, la fleur préférée de sa mère. Nathan n'aurait pas pu le savoir à moins d'avoir demandé ou de s'en souvenir. Pourtant, les mots restaient rares. Ils dansaient l'un autour de l'autre comme des étrangers polis à un bal masqué, n'osant jamais révéler la vérité. Sophia s'habitua au silence mais ne s'y sentit jamais à l'aise. Certaines nuits, elle voulait crier, claquer une porte, exiger quelque chose de réel, mais elle ne le faisait pas, car elle savait que Nathan n'était pas prêt, et elle non plus. Jusqu'à un soir, un vendredi, où tout bascula. Ils étaient tous les deux rentrés plus tôt que d'habitude, une rare superposition d'horaires. Madame Carver avait préparé le dîner et s'était excusée tôt. La salle à manger semblait plus grande que d'habitude, le lustre au-dessus de projetant des ombres dorées sur la table en acajou sombre. À mi-parcours du repas, Nathan parla. « On m'a proposé un siège à la cour d'appel. » Sophia leva les yeux, surprise. « C'est important. Félicitations. Je n'ai pas accepté. » « Pourquoi pas ?» Il hésita. « Cela m'obligerait à déménager à Washington. Cela signifierait plus d'exposition, de politique, de compromis. Et vous n'êtes pas un homme qui fait facilement des compromis. » Il la regarda alors, pleinement, ouvertement. « Non, je ne le suis pas. » Elle posa sa fourchette. « Le voulez-vous ? » « Je ne sais plus. » Cette réponse en dit plus sur lui que tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent. Un long silence suivit, mais il n'était pas froid, il était contemplatif, honnête. « Je pense, dit Sophia, que vous avez peur que si vous arrêtez de tout contrôler, tout s'effondre. » Sa mâchoire se serra légèrement. C'est une chose dangereuse à dire à un juge. Ce n'est pas dangereux si c'est vrai. Il ne répondit pas mais ne détourna pas non plus. Cette nuit-là, alors qu'elle montait les escaliers, il parla à nouveau. « Le regrettez-vous » Elle s'arrêta à mi-chemin, se tourna vers lui. « Regrettez quoi ? Ceci ? Nous ? Cet arrangement ?» Elle le regarda depuis les escaliers, sa voix calme mais inébranlable. « Je regrette d'avoir dû me marier pour hériter de ce qui aurait toujours dû être à moi, mais non, je ne vous regrette pas. » Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois, quelque chose entre eux s'adoucit pas complètement, mais assez pour laisser entrer la lumière. Elle se tourna et continua vers sa chambre. Nathan resta au bas des escaliers, immobile, comme s'il essayait de retenir le son de sa voix un peu plus longtemps. Le manoir Harrington fonctionnait avec la précision d'une horloge bien remontée. Chaque son était étouffé. Les pas sur les sols polis, les clics distants des portes qui s'ouvraient et se fermaient, le bourdonnement discret des lampes qui s'allumaient au crépuscule. C'était une maison conçue pour être efficace, pas chaleureuse, pour impressionner, pas réconforter. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle était habitée par deux personnes dont la présence commençait à perturber cette immobilité parfaite, pas par le bruit, mais par la tension, par la possibilité. Sophia s'adapta au rythme du manoir, apprenant son langage, la manière dont l'air changeait quand Nathan était prêt, comment son eau de Cologne persistait légèrement dans le couloir, comment même le placement d'un livre ou d'une tasse de thé laissait deviner ses pensées non exprimées. Ils ne discutaient jamais de la nature de leur arrangement, ne mentionnaient jamais le mariage. Il était plus facile de prétendre que tout cela n'était qu'une formalité juridique, un détour dans leur vie respective. Mais la maison, et l'espace entre eux, racontaient une autre histoire. Le matin, Sophia descendait pour trouver le journal déjà ouvert à la section juridique et une tasse de café fraîche préparée exactement comme elle l'aimait, cannelle, pas de sucre, extra lait. Elle ne voyait jamais Nathan le préparer, mais il était toujours là, toujours chaud. Lui, à son tour, commença à remarquer sa présence dans les moindres détails. Les livres des étagères inférieures maintenant soigneusement remis en place, son disque vinyle jouant doucement dans la salle de musique le dimanche matin, généralement du jazz, parfois du classique, selon son humeur. Un soir, elle laissa même un pull plié drapé sur le dossier du fauteuil qu'il préférait dans la bibliothèque. Il ne fit aucun commentaire, mais il le porta le lendemain soir. Il n'y avait pas d'intimité, mais il y avait une conscience croissante. Un soir, Sophia était dans la cuisine tard, se préparant un sandwich au fromage grillé, quelque chose qui lui rappelait son enfance, des nuits où les choses étaient simples. Elle ne s'attendait pas à ce que Nathan entre, pieds nus, manches retroussées jusqu'au coude. Il regarda le sandwich,
puis elle. C'est le dîner? C'est de la nostalgie. Il esquissa un rare sourire léger. Puis-je? Elle cligna des yeux. Vous voulez une bouchée? Il s'avança, prit la moitié sans attendre qu'elle l'offre, et mordit dedans. Il y avait quelque chose d'étrangement domestique dans la scène, comme s'il l'avait déjà fait, comme s'ils étaient quelque chose. C'est bon, dit-il, la bouche encore à moitié pleine. Mieux que la plupart des choses que fait Carver. Elle serait offensée. Elle serait d'accord. Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte, la lumière de la cuisine projetant des ombres chaudes sur les comptoirs en marbre. Puis il demanda, de manière inattendue, « Êtes-vous heureuse ici ?» Elle ne répondit pas immédiatement, prit une autre bouchée, avala lentement. « Je ne suis pas malheureuse. Ce n'est pas la même chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas, dit-elle en le regardant. Et vous? Non, admit-il. Elle hocha la tête et passa devant lui vers le couloir, son assiette vide, son cœur trop plein. Les jours raccourcissaient. L'hiver s'installait. Les cours de Sophia devenaient plus exigeants. Elle passait des nuits tardives dans son bureau, s'endormant souvent sur son bureau. Plus d'une fois, elle se réveillait pour trouver une couverture pliée sur ses épaules. Pas de notes, pas de bruit, mais elle savait que c'était Nathan. Lui, de son côté, commençait à s'attarder plus longtemps dans les pièces qu'elle occupait, pas de manière intrusive, mais d'une manière qui suggérait que quelque chose changeait, comme s'il était attiré par sa présence et ne savait pas quoi en faire. Parfois, elle le surprenait à la regarder quand elle parlait au téléphone ou lisait près du feu. Son regard n'était jamais envahissant, juste curieux, discrètement fasciné. Ils étaient devenus deux âmes tournant dans la même orbite, refusant de se heurter mais ne se satisfaisant plus de la distance. Puis vint la nuit où la voix de Sophia se brisa. Elle étudiait pour un examen important, des papiers éparpillés sur le bureau, des surligneurs qui débordaient sur les notes. Elle y était depuis des heures, privée de sommeil, tendue, quand elle fit tomber son chargeur d'ordinateur portable, et il se cassa en deux. Ce fut la goutte d'eau. Elle jura à voix basse et s'assit durement sur le sol, le dos contre le mur, des larmes brûlant les coins de ses yeux. Nathan apparut dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, attiré par le bruit ou peut-être par quelque chose de plus profond. Il ne dit rien, s'accroupit simplement à côté d'elle. « Ne faites pas ça, dit-elle, essuyant rapidement son visage. S'il vous plaît, je vais bien. Vous ne allez pas bien. Elle rit amèrement. J'ai épousé un étranger pour entrer dans une maison où je ne me sens même pas chez moi. Je dors dans une chambre que personne ne visite, je parle plus aux murs qu'aux gens, et j'étudie pour des examens comme si c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Mais oui, je vais bien. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la tristesse, c'était de l'épuisement, le genre qui vous fait vous demander si vous vivez vraiment ou si vous survivez simplement. Nathan la regarda longuement, puis, lentement, s'assit à côté d'elle sur le sol. Je ne sais pas comment arranger ça, dit-il, mais je ne veux pas que vous ressentiez cela. Pas ici, pas avec moi. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour voir la sincérité dans son profil. Vous ne me connaissez même pas. Il croisa ses yeux. J'essaie. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois il était différent, pas lourd, pas froid, juste immobile. Après un moment, Sophia posa sa tête sur ses genoux, et Nathan ne bougea pas. Il resta simplement là, assis sur le sol du bureau comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Plus tard, quand elle se leva pour partir, il l'aida doucement, sa main s'attardant juste une seconde de plus que nécessaire. Aucun d'eux ne dit bonne nuit. Ils n'en avaient pas besoin, car pour la première fois depuis le jour où ils avaient signé les papiers, quelque chose de non dit avait changé, et cela ne passerait pas inaperçu. L'invitation était arrivée sur un épais carton ivoire, orné de lettres dorées, le genre de formalité réservé aux cercles juridiques les plus exclusifs de Boston, le gala d'hiver annuel de l'Association des magistrats du Massachusetts, organisé au Ritz-Carlton. Nathan y assistait chaque année, c'était attendu, une tradition enveloppée de protocoles, de politesse et de rivalités implicites. Il n'avait pas prévu d'amener Sophia, mais quelque chose changea lorsqu'il vit l'enveloppe sur son bureau ce matin-là. Il ne lui demanda pas directement. Il laissa simplement la carte près de son café, une offre silencieuse, une porte ouverte. Ce soir-là, alors qu'il ajustait ses boutons de manchette devant le miroir de la chambre, il se rappela que ce n'était qu'un événement de plus, une soirée de poignées de main et de hochements de tête. Son rôle était d'apparaître, de parler poliment, de partir tôt. Il n'était pas préparé à ce qu'il ressentit lorsqu'elle entra dans le couloir. Sophia portait une robe vert émeraude, modeste dans sa coupe mais dévastatrice dans sa simplicité. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas, avec quelques mèches lâches encadrant son visage. Elle ne portait ni collier, ni maquillage criard, juste de la confiance et de l'élégance, et quelque chose dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec le mariage ou les contrats. Nathan se figea. « Vous êtes élégant, dit-elle doucement, ajustant son boucle d'oreille en prenant son sac. Il s'éclaircit la gorge. Vous aussi. Elle sourit légèrement. Ne semblez pas si surpris. Je ne le suis pas, dit-il,
mais il l'était. Dans la voiture jusqu'au Ritz, le silence plana à nouveau, mais il était différent maintenant, chargé, plein de choses non dites. Lorsqu'ils arrivèrent, les têtes se tournèrent, les gens murmurèrent. C'était attendu. Nathan n'amenait jamais personne, ne sortait jamais publiquement, n'apparaissait jamais avec une femme à son bras. Et maintenant, il traversait la salle de bal avec Sophia, posée et calme, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. La soirée se déroula avec une élégance maîtrisée, discours, toasts, conversation autour de vin et de bougies vacillantes. Sophia se déplaçait avec grâce, se présentant sans excuse, tenant bon même face aux questions de juges 3 fois plus âgés qu'elle. Nathan l'observait plus qu'il ne le voulait, la manière dont elle se tenait, l'intelligence derrière ses réponses, la manière dont elle ne se laissait pas intimider par les attentes, mais plutôt s'élevait pour les rencontrer sans la moindre arrogance. Puis vint le moment subtil, acéré, cruel. Une des épouses, une femme plus âgée connue pour ses commentaires cinglants, se pencha près de Sophia et demanda avec une fausse douceur. « Pardonnez-moi, ma chère, je dois juste demander, que fait-on exactement après avoir épousé un juge? Lisez-vous le droit ensemble avant de vous coucher ?» La table gloussa, poliment, contrôlée. Nathan sentit la tension dans sa colonne vertébrale, il ouvrit la bouche pour répondre, mais Sophia fut plus rapide. Elle sourit doucement et se pencha juste assez pour être entendue. « Je trouve que les hommes vraiment forts n'ont pas besoin d'impressionner par leur pouvoir. Ils protègent leur douceur. C'est le genre d'homme que j'ai épousé. » Silence, puis un rire étonné, et enfin des applaudissements pas bruyants, mais sincères de la part d'une juge plus âgée de l'autre côté de la table. Nathan resta immobile. La pièce autour de lui s'estompa un instant, les lumières des lustres s'adoucirent, et tout ce qu'il voyait, c'était elle, Sophia. Elle ne l'avait pas seulement défendu. Elle l'avait vu, l'homme derrière la robe noire, l'homme qui ne savait pas qu'il avait encore besoin que quelqu'un croie qu'il était plus qu'une machine à rendre des verdicts. Lorsque la soirée se termina et que les invités commencèrent à se diriger vers les sorties, Nathan s'attarda près des portes de la salle de bal, attendant que Sophia revienne après avoir parlé avec un groupe d'étudiants en droit. Elle s'approcha, resserrant son châle autour de ses épaules. « Prêt ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite, la regarda simplement, « Vraiment. Ce que vous avez dit plus tôt, je le pensais, » répondit-elle sans ciller. Une longue pause. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un a dit quelque chose comme ça à mon sujet, » dit-il. « Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. » Ils quittèrent le Ritz en silence, mais c'était le genre de silence qui suit une révélation. De retour au manoir, la maison était sombre et immobile. Sophia se tourna pour se diriger vers son aile, mais Nathan l'arrêta au bas des escaliers. « Attendez. » Elle se tourna. Il hésita, sa main à moitié levée avant de retomber à ses côtés. « Je pensais que la force consistait à être immuable, intouché. Mais vous, ce soir, vous m'avez montré autre chose. »« Qu'ai-je montré ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Que peut être la force, c'est savoir quand laisser quelqu'un vous voir. » Leurs yeux se croisèrent. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas une déclaration, mais c'était une fissure, une petite dans un mur qui avait tenu trop longtemps. Elle lui fit un petit hochement de tête, puis se tourna et monta les escaliers. Nathan resta là, seul dans la lumière tamisée du hall d'entrée, se demandant pourquoi, après toutes ces années de contrôle, la seule chose qu'il ne pouvait pas raisonner était elle. Et ce qui l'effrayait encore plus était la vérité croissante qu'il ne pouvait plus ignorer, il n'admirait pas seulement Sophia. Il commençait à ressentir quelque chose qu'il ne savait pas comment arrêter. Tout commença par un mal de tête, rien de dramatique, juste une douleur sourde derrière les yeux de Sophia après une longue journée de cours et de vent froid de Boston. Elle l'ignora, se disant que c'était le temps, le stress, les nuits tardives à lire jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Mais au matin, son corps la trahit. La fièvre vint lentement, puis férocement. Sa peau brûlait, sa gorge était douloureuse. Le manoir, habituellement frais et résonnant, semblait une fournaise. Elle resta au lit, frissonnant sous des couches de couverture, trop faible pour se lever, trop fière pour appeler à l'aide. Ce fut Madame Carver qui alerta Nathan. « Elle ne veut pas que j'appelle un médecin, » dit la gouvernante, inquiète, « et elle n'a rien mangé depuis hier. » Nathan ne répondit pas immédiatement. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur le bord du bureau. « C'est une femme adulte, » dit-il, presque par habitude. « C'est aussi votre femme, » répondit doucement Carver, même si ce n'est que sur le papier. Les mots frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il se retrouva à la porte de Sophia 5 minutes plus tard. Il frappa une fois. Pas de réponse. Sophia, sa voix était basse, incertaine, j'entre. Elle était recroquevillée sous les couvertures, le visage pâle, des mèches de cheveux collées à son front humide. Ses yeux s'ouvrirent à peine. « Vous ne devriez pas me voir comme ça, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Vous pensez que je n'ai jamais vu quelqu'un avec de la fièvre » demanda-t-il en entrant.
Elle tenta de se redresser, grimaçant. « Ne faites pas ça, dit-il doucement. Reposez-vous. » Pour une fois, elle n'argumenta pas. Cela seul lui indiqua à quel point c'était grave. Il s'assit au bord du lit, posa le dos de sa main contre sa joue. Elle brûlait. « Je vais bien, murmura-t-elle. « Non, vous ne l'êtes pas, répondit-il. Il se leva, ses mouvements précis mais rapides. « Je vais chercher ce dont nous avons besoin. » Cet après-midi passa dans une urgence silencieuse. Nathan prit les choses en main pas avec désordre, mais avec soin. Il appela le médecin de famille, surveilla sa température, organisa les médicaments, changea ses thés d'oreiller humides avec une douceur presque irréelle chez un homme connu pour rendre des jugements fédéraux sans ciller. Quand elle frissonnait, il apportait des couvertures supplémentaires. Quand elle avait trop chaud, il essuyait son front avec un linge frais. Il resta avec elle toute la nuit. Pendant ces heures, Sophia dériva dans un sommeil fiévreux, mais même dans le brouillard, elle était consciente de lui, la manière dont il lisait silencieusement dans le fauteuil quand elle somnolait, la manière dont il se tenait près de la fenêtre, observant le clair de lune se déplacer dans le jardin, la manière dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne pouvait pas voir. Elle aperçut une fois ce regard. Ce n'était pas de la peur ni une obligation, c'était quelque chose de bien plus dangereux, de la tendresse. La deuxième nuit, sa fièvre tomba. Elle se réveilla à l'aube, faible mais lucide. La chambre était encore sombre, et Nathan était assis à son chevet, les yeux fermés, le menton reposant sur son poing, à moitié endormi. Elle se tourna légèrement. « Vous êtes resté. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. « Bien sûr que je suis resté. » « Même avec le tribunal ?» Il haussa les épaules. « Ils s'en sont sortis sans moi. » Une pause. « Je suis désolé, murmura-t-elle. « Je déteste être faible. » Il secoua la tête. « Vous n'êtes pas faible. Vous êtes humaine. » Elle ferma à nouveau les yeux, submergée par la chaleur dans sa voix. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Nathan tendit la main lentement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir la permission, et écarta une mèche de cheveux de son front. « Vous m'avez fait peur, » dit-il doucement. Son cœur s'arrêta. Ce n'était pas un homme qui admettait la peur. « De quoi aviez-vous peur ?» demanda-t-elle, à peine audible. Il ne répondit pas tout de suite. « Que je vous perde avant d'avoir vraiment eu la chance de vous connaître. » Son souffle se bloqua. Elle ouvrit à nouveau les yeux, scrutant son visage. « Que faisons-nous, Nathan ?» Une autre pause. Il détourna les yeux un instant, vers la fenêtre. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je sais que je ne veux pas arrêter. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une brume, pas tout à fait une confession, pas tout à fait une promesse, mais ils firent bouger quelque chose entre eux. Plus tard ce jour-là, alors qu'elle se reposait plus confortablement, elle trouva une petite note pliée sur sa table de nuit, écrite de l'écriture nette de Nathan. « La force n'est pas l'absence de maladie, c'est permettre à quelqu'un de prendre soin de vous quand vous êtes trop fatigué pour faire semblant. » Elle la fixa longtemps, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette maison, Sophia ne se sentit pas comme une obligation. Elle se sentit chérie. Cette nuit-là, Nathan se tenait à nouveau devant sa porte, incertain de frapper. Mais avant qu'il ne puisse décider, la porte s'ouvrit, et Sophia se tenait là, en robe de chambre, pâle mais esquissant un léger sourire. « Je pense que je pourrais gérer un thé, » dit-elle. Il s'écarta. « Alors faisons-le ensemble. » Ils se dirigèrent vers la cuisine, côte à côte, encore enveloppés dans le silence des vérités non dites. Le manoir, autrefois si froid et impersonnel, gardait maintenant le souvenir de linge chaud, de nuits sans sommeil et de mains qui se tendaient non par devoir, mais pour établir une connexion. Aucun d'eux ne le dit à haute voix, mais quelque chose d'irréversible avait commencé. Les jours qui suivirent la guérison de Sophia furent plus calmes, mais pas de la même manière qu'avant. Le silence entre elle et Nathan avait maintenant un son différent, le son d'une respiration partagée, d'un espace émotionnel qui, bien que toujours indéfini, ne pouvait plus être nié. Il retourna au travail mais envoyait maintenant de courts messages pendant la journée, des choses simples. « As-tu pris un café ? As-tu assez reposé ?» Elle répondait toujours avec une touche d'ironie douce, mais il y avait quelque chose de nouveau dans la manière dont elle attendait ces messages, comme si l'habitude d'être reconnue avait trouvé une place dans son cœur. Nathan aussi changea, il devint plus présent sans s'imposer, plus attentif sans étouffer. Les silences entre eux cessèrent d'être des murs et commencèrent à devenir des ponts. Mais ce fut l'inattendu qui testa ce nouveau lien. Un vendredi après-midi froid, Sophia était à l'université, faisant une présentation orale devant un panel exigeant. La salle était bondée, la chaleur des radiateurs contrastant avec l'air froid du couloir. Elle avait peu dormi, mangé encore moins, et bien qu'elle soit déterminée à garder son calme, son corps avait d'autres plans. Les mots commencèrent à se mélanger, sa vision se troubla, et soudain, tout devint noir. Elle s'effondra, son évanouissement sec et silencieux trop rapide pour que quiconque puisse l'attraper. Quand Nathan reçut l'appel de la secrétaire de l'université, il était en pleine réunion. Dès qu'il entendit le nom de Sophia et le mot évanouissement,
Il se leva sans offrir d'explication. Ses collègues le regardèrent partir, cravate desserrée, téléphone à la main, son visage mêlant panique et urgence. Il conduisit comme un fou. L'hôpital universitaire était à 20 minutes du manoir. Nathan y arriva en 12, ignorant le parking, jetant les clés au voiturier sans un regard. Il monta les escaliers en courant, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais son nom de famille suffit à le laisser passer. Elle était en observation, allongée sur un brancard, connectée à des moniteurs. Quand il entra, il sentit quelque chose se briser en lui. Voir Sophia la pâle, fragile, immobile était plus qu'un choc, c'était un coup. Il s'approcha, touchant doucement sa main, et murmura « Vous ne pouvez pas me faire peur comme ça ». Elle ouvrit lentement les yeux, encore étourdie, dans l'espace entre rêve et réalité, mais elle le vit là, les yeux pleins de larmes, la respiration inégale, la peur inscrite sur son visage. « Nathan » tenta-t-elle de dire, mais sa voix était trop faible. « Chut » murmura-t-il, tenant sa main entre les siennes. « Je suis là. C'est fini. » L'infirmière entra peu après avec les résultats des tests. Tension basse, épuisement, aucun risque sérieux, mais un repos complet était conseillé. « Vous avez une idée de ce que j'ai ressenti quand ils m'ont dit que vous vous étiez effondré » demanda Nathan après qu'ils furent seuls. Elle tenta de sourire. « Je ne savais pas que vous vous souciez autant. » Il se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, un geste de quelqu'un ayant besoin de canaliser quelque chose de plus grand que la logique. « Ce n'est pas juste du souci, Sophia. Ce n'est pas juste ça. Quand j'ai appris, mon cœur s'est arrêté. J'ai cru que je vous avais perdu. » Elle l'observa, non seulement par les mots mais par le ton. Il ne jouait pas. Il ne répétait pas. C'était réel. « Vous ressentez quelque chose pour moi, dit-elle franchement. Nathan se figea. Il se tourna lentement. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, dit-il, mais oui, je ressens plus que je ne pensais pouvoir après tout. » Elle tenta de se redresser, mais il s'approcha d'elle et l'aida doucement, calant les oreillers derrière son dos. « Et vous » demanda-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Ressentez-vous quelque chose pour moi ?» Sophia prit une profonde inspiration. « Je ressens de la peur de me rendre à quelqu'un qui a construit des murs si hauts. Mais aussi, je ressens quelque chose que je ne peux plus prétendre ne pas être là. » Il s'approcha, s'agenouillant devant son brancard, comme s'il était enfin prêt à abandonner le contrôle, l'armure, le titre. « Vous êtes la seule chose qui me donne envie de descendre de ces murs. » Elle toucha son visage, un toucher léger, ses doigts encore fragiles mais assez fermes pour qu'il sente qu'elle le choisissait pas par contrat, pas par commodité, mais par connexion. « Ne partez pas ce soir, dit-elle. Nathan leva les yeux, surpris. « Restez avec moi, ajouta-t-elle. Restez simplement. » Il hocha la tête. « Je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, Nathan rapprocha une chaise et tint la main de Sophia jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il ne regarda pas l'heure. Il ne pensa pas au tribunal. Pour la première fois depuis longtemps, rien d'autre ne comptait qu'elle. Alors que le moniteur cardiaque pulsait à un rythme lent et régulier, il fixa le plafond et murmura « Peu, être à lui-même, peu, être à quelqu'un qui n'était plus là. J'ai réalisé que vous perdre par peur serait pire que de vous aimer avec tous les risques. » La pluie commença avant le coucher du soleil, un rideau fin et persistant, comme si le ciel lui-même essayait de laver tout ce qui était resté enfermé trop longtemps. Sophia était de retour au manoir, l'hôpital l'avait autorisée à sortir, et Nathan insista pour la ramener lui-même, conduisant lentement, sans un mot, comme si chaque minute de silence entre eux parlait plus fort que n'importe quelle phrase. En entrant dans la maison, quelque chose semblait différent pas dans l'environnement. Le marbre brillait toujours, les lustres pendaient toujours avec grandeur des hauts plafonds, et l'air sentait toujours le bois poli et une subtile lavande. Mais il y avait quelque chose entre eux, une tension dense mais douce, un champ magnétique qui ne permettait plus les déguisements. Sophia monta lentement dans sa chambre, guidée par les mains de Nathan, qui, bien que ferme, semblait hésitante, comme si elle demandait encore « Est-il permis de ressentir tout cela ?» À l'étage, la lampe de chevet projetait de longues ombres sur les murs. Elle s'assit au bord du lit, ses cheveux encore humides de la bruine, ses yeux baissés. Nathan se tenait devant elle, comme s'il cherchait le courage qu'il avait toujours au tribunal mais qui lui échappait maintenant face à un simple geste toucher vraiment quelqu'un. Elle leva les yeux. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» demanda-t-elle doucement, presque timidement. « Parce que j'essaie de mémoriser comment vous êtes en ce moment, dit-il, avant que tout ne change. » Un silence les enveloppa. Elle se leva, fit 2 pas jusqu'à se tenir juste devant lui. « Et si je vous disais que tout a déjà changé ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas avec des mots. Ses doigts touchèrent les siens, puis remontèrent doucement le long de son bras, comme s'il ne voulait pas envahir mais demander la permission. Sophia ne recula pas. Au contraire, ses yeux se fermèrent un instant, comme pour l'accorder. Le baiser vint ensuite lent, délicat, sans urgence,
sans hâte. C'était un baiser de reconnaissance, d'acceptation, de reddition. Nathan posa ses mains sur son visage, glissant ses pouces sur ses pommettes, comme s'il la redessinait avec son toucher. Sophia, en réponse, posa ses doigts au col de sa chemise, la déboutonnant lentement avec la révérence de quelqu'un ouvrant quelque chose de sacré. La nuit avança à pas feutrés. Le lit fut un témoin silencieux de deux âmes qui, pendant si longtemps, s'étaient cachées derrière des murs faits de peur, d'indépendance et de douleur. Maintenant, ces murs s'effritaient un à un avec chaque toucher, chaque respiration partagée, chaque regard soutenu dans l'obscurité. Ils n'étaient pas pressés, elles n'avaient aucun doute. Leurs corps se rencontrèrent, mais c'était dans les pauses que l'amour naissait, dans la manière dont il la couvrait avec le drap après avoir embrassé son ventre, dans la manière dont elle murmura « Je suis là », quand elle sentit ses mains trembler, dans la manière dont ils pleurèrent tous les deux en silence, non pas de tristesse, mais de soulagement. C'était plus que du désir. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé nommer jusqu'alors. Des heures plus tard, leur corps entrelacés sous les draps et la fenêtre encore striée de pluie, Nathan parla. « J'ai passé toute ma vie à penser que l'amour signifiait perdre le contrôle. » Sophia se tourna sur le côté, posant son visage contre sa poitrine. « Et maintenant ? Maintenant, je pense que ne pas aimer est ce qui nous enlève tout. » Elle ne dit rien, elle se contenta de prendre sa main et d'entrelacer ses doigts avec les siens. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Nathan s'endormit sans peur. Mais l'amour, aussi profond soit-il, porte toujours les cicatrices du passé, et le lendemain matin, à la lumière du jour, l'armure qu'il avait laissée sur le sol commença à réapparaître. Le matin arriva enveloppé d'un calme presque illusoire. Le ciel à Boston était clair après la nuit de pluie, le jardin du manoir Harrington scintillait sous les gouttes de rosée. Tout semblait nouveau, silencieux, serein. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était différente. Sophia se réveilla seule. Le lit gardait encore la chaleur de la nuit précédente, les draps froissés et le souvenir de corps entrelacés, mais Nathan n'était pas là, ni dans la chambre, ni dans le couloir, ni dans la cuisine, où seule une tasse de café solitaire refroidissait sur le comptoir. Elle enfila lentement sa robe de chambre, essayant de ne pas se précipiter. Peut-être était-il parti tôt. Peut-être évitait-il simplement de créer des attentes. Mais au fond, un sentiment amer commençait à se former. Lorsqu'elle descendit à la bibliothèque, elle trouva le premier indice de la distance entre eux, le livre qu'il lisait la veille au soir était de retour sur l'étagère à sa place, comme s'il n'avait jamais été ouvert, et sur la table, un dossier avec des documents juridiques qu'il examinait depuis des semaines, tout en place, tout impersonnel, tout de retour au contrôle. Quand elle le trouva enfin dans son bureau, il était debout, le dos tourné, regardant par la fenêtre le même homme qu'avant, costume impeccable, épaules tendues, masque de retour. « Bonjour », dit-elle, essayant de sembler légère. Il se tourna lentement. « Bonjour. » Ce fut tout pas de sourire, pas de proximité, pas de trace de la nuit qu'ils avaient partagée. Elle attendit qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais tout ce qu'elle reçut fut du silence. Et c'est là qu'elle sut qu'il fuyait à nouveau. « Allez-vous vraiment prétendre que rien ne s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme. Nathan ne répondit pas immédiatement. Son regard erra dans la pièce avant de revenir à ses yeux. « C'était une erreur, Sophia. » Les mots tombèrent entre eux comme du verre brisé. Elle cligna lentement des yeux. « Une erreur ? Je me suis laissé emporter. J'ai perdu le focus. Cela n'aurait pas dû arriver. » Elle croisa les bras. « Vous avez perdu le focus, ou vous avez perdu le contrôle ?» Il prit une profonde inspiration mais ne répondit pas. « Vous m'avez dit que vous aviez peur d'aimer, et hier soir, vous n'aviez pas cette peur, » continua-t-elle, la gorge serrée. « Mais maintenant, avec le lever du soleil, tout cela redevient une menace, n'est-ce pas ? Vous ne comprenez pas. » « Non, » l'interrompit-elle, « je comprends parfaitement. Vous préférez la sécurité de ne rien ressentir. Vous préférez la solitude parce que personne ne peut vous décevoir là, pas même vous-même. » Son silence confirma tout. Sophia fit 2 pas en arrière, les yeux larmoyants. « Merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. » Et puis elle monta à l'étage. Elle entra dans la chambre, fit ses bagages calmement, chaque mouvement un adieu silencieux. Elle plia les robes qui n'avaient jamais été portées, emballa les livres qu'elle avait achetés pour étudier dans le jardin, mit de côté la tasse qu'il lui avait donnée, et la laissa sur la table de nuit. Elle ne prendrait pas de souvenirs qui faisaient mal. Quand Madame Carver la trouva dans le couloir, Sophia tenait déjà les clés de la voiture. « Où allez-vous, ma chère ? » « Assez loin d'où je ne suis pas la bienvenue, » répondit-elle, sans colère, juste de l'épuisement. Les yeux de la gouvernante s'abaissèrent, elle se contenta de hocher la tête. Mais avant que Sophia ne passe la porte, elle lui tendit une enveloppe. « Il m'a demandé de garder cela pour vous. Il l'a écrit il y a des semaines. Je ne sais pas pourquoi ni quand, mais je pense que c'est le bon moment maintenant. » Sophia prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas encore.
Elle alla à l'appartement de sa meilleure amie Emma dans le centre de Boston. Les premiers jours, elle ne parla pas beaucoup. Elle dormit seulement, mangea peu, étudia pour occuper son esprit. Mais le silence la rongeait, car ce n'était pas juste de la déception, c'était le deuil de quelque chose qui venait juste de commencer à fleurir et qui avait été arraché avant de pouvoir pleinement s'épanouir. Elle regardait l'enveloppe tous les jours, sans le courage de l'ouvrir, sans certitude qu'elle voulait entendre ce qu'il avait à dire avant de la détruire avec ses mots. Jusqu'à 5 jours plus tard, cela arriva. C'était en fin d'après-midi, le ciel lourd, et elle rentrait de l'école, marchant seule dans la rue où elle prenait habituellement le métro. Cela se passa trop vite pour qu'elle le remarque. 2 hommes, une tentative de vol, une poussée, une chute, une menace murmurée à son oreille, puis le bruit de pneus crissant à l'arrêt. La voix. Laissez-la partir. C'était Nathan, en costume, sans arme, avec les yeux les plus dangereux qu'elle ait jamais vus. L'un des agresseurs s'enfuit. L'autre hésita, et en quelques secondes, Nathan était sur lui, protégeant Sophia avec son corps comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La police arriva peu après, mais Sophia pouvait à peine entendre ce qu'il disait. Elle n'entendait que son cœur battre, elle ne sentait que ses mains tenant les siennes. « Ça va » répéta-t-il. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Comment saviez-vous que j'étais ici » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il prit une profonde inspiration. « Parce que même quand vous êtes parti, je n'ai jamais cessé de vous chercher. Je n'ai jamais pu arrêter de m'inquiéter. » Elle le regarda pendant quelques secondes. Après tout, il était encore là. « Pourquoi, Nathan ?» Et c'est là, au milieu de la rue mouillée, avec des sirènes en arrière-plan et le ciel lourd de nuages, qu'il dit. « Parce que réaliser que vous perdre par peur serait bien pire que de vous aimer avec tous les risques. » La nuit qui suivit l'agression fut remplie de silences différents, pas les silences froids et défensifs d'avant, mais des silences qui accueillaient, qui guérissaient, qui disaient sans mots « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Nathan insista pour rester avec Sophia à l'hôpital pour des tests, même après que les médecins lui eurent assuré qu'elle allait bien physiquement. Il resta près du brancard, tenant sa main, ses yeux fixés sur elle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux trop longtemps. Elle ne dit rien. Elle ne demanda pas d'explication, n'exigea pas de réponse, mais elle ne retira pas sa main, et cela en disait long. Ce ne fut qu'au parking, des heures plus tard, que Nathan rompit enfin le silence. « Voulez-vous rentrer à la maison ?» La question n'était pas une imposition, c'était une invitation, une demande. Sophia le regarda, sérieuse. « Quelle maison ?» Nathan prit une profonde inspiration. « Celle qui n'est pas seulement faite de murs, celle qui commence quand vous entrez, et que je suis vraiment là. » Elle soutint son regard pendant quelques secondes, puis hocha la tête sans rien dire. Et c'est ainsi qu'ils rentrèrent ensemble. Au manoir, tout semblait pareil mais aussi différent, comme si l'endroit avait absorbé l'absence de Sophia et se réorganisait maintenant autour d'elle, autour d'eux. Nathan changea, pas de manière performative, mais dans son essence. Il commença à l'attendre au petit déjeuner, à la conduire à l'université personnellement, à écouter ses histoires de la journée avec une réelle attention, pas seulement une présence physique, mais un investissement émotionnel. Et surtout, il commença à exprimer ce qu'il ressentait avec des mots, avec des yeux qui ne se détournaient plus des siens, avec des touchés qui venaient sans hésitation. Un après-midi, la voyant dans la bibliothèque en train de souligner un livre de droit criminel, il entra avec une tasse de thé dans les mains et dit « Je suis très fier de vous. » Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi ?»« Parce que vous n'abandonnez pas, » répondit-il, « ni vous-même, ni moi. » Elle sourit, le sourire qui venait des coins de ses yeux, et il sentit à nouveau que c'était le bon endroit, le bon choix. 2 semaines plus tard, il l'invita à dîner pas dans la salle à manger silencieuse de la maison, mais dans la cour arrière, sous un ciel brodé d'étoiles, avec des bougies allumées et une musique douce en arrière-plan. Sophia trouva l'atmosphère étrange mais ne la questionna pas. Elle portait une robe légère, ses cheveux attachés sur le côté, sa peau illuminée par le clair de lune. Nathan la regarda comme si elle était le centre de toute son existence. Après le dessert, il se leva lentement, sortant quelque chose de la poche de sa veste de costume, une petite boîte bleu marine. Sophia se figea. « Nathan, » dit-elle, mais il la fit taire avec un sourire calme. Cette fois, il n'y a pas de testament, pas de délai, pas de clause. Il s'agenouilla. Il n'y avait pas de public, pas de formalité, juste la vérité. « Je suis tombé amoureux de vous dans les détails, » commença-t-il, dans les silences, dans la manière dont vous traversez la maison sans demander la permission, dans la manière dont vous me confrontez sans peur, et surtout, dans la manière dont vous m'avez vu même quand je ne pouvais pas encore me voir moi-même. Elle porta sa main à sa bouche, ses yeux brillants. « Sophia, » continua-t-il, « voulez-vous m'épouser pour de vrai, sans obligation, sans contrat, juste nous, et tout ce que nous sommes, avec des imperfections, avec du courage, avec de l'amour ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle descendit lentement de la chaise, s'agenouilla devant lui et prit ses mains hors de ses poches.
Oui, dit-elle, la voix étranglée, mais à une condition. Nathan fronça les sourcils, surpris. Que vous ne me disiez plus jamais que l'amour est une erreur. Il sourit. Jamais plus. Et là, sous le ciel de Boston, entre la brise printanière et les cicatrices du passé, deux cœurs qui s'étaient autrefois réunis par devoir battaient maintenant ensemble par choix, par décision, par amour. Mais la vie, toujours la vie, réservait encore une dernière révélation pour eux, une qui viendrait comme une surprise, une bénédiction, et qui changerait à jamais le sens de la famille. 1 an plus tard, Boston s'épanouissait dans des teintes douces de printemps, comme si toute la ville respirait un peu plus facilement. Les arbres autour de Harvard portaient un vert clair. Les bancs du parc étaient remplis de rires, de livres et de pâtisseries fraîchement cuites des boulangeries à proximité. C'était la saison des nouveaux départs, et personne ne le savait mieux que Sophia. Elle monta sur la scène de l'auditorium avec les pas assurés de quelqu'un qui avait affronté bien plus que des examens et des devoirs pour arriver là. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle repéra, parmi le public, un homme en costume sombre, les cheveux légèrement en désordre, et une expression mêlant fierté, émotion et dévotion silencieuse. Nathan. Elle tenait son diplôme à 2 mains, pas comme un trophée, mais comme un symbole de dépassement, de persistance, d'un amour qui avait commencé à l'envers et avait retrouvé son chemin vers la vérité. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture, entourés de camarades de classe et de famille. Alors, avocate de la défense publique, demanda-t-il, ouvrant la porte pour elle avec un sourire contenu. Oui, répondit-elle, une qui croit aux secondes chances. Il la regarda de côté. Est-ce un sous-entendu? Peut-être, dit-elle avec ce sourire qu'il connaissait si bien. Les mois suivants apportèrent une routine différente. Maintenant, il ne s'agissait plus de silence défensif ou de gestes prudents. Il s'agissait de déjeuner à des heures étranges, de nouvelles plantes sur le porche, de Nathan lisant ses dossiers avant de se coucher, de Sophia organisant sa bibliothèque par couleur juste pour l'agacer, de petites disputes et de réconciliations encore plus petites, car aucun d'eux ne savait plus comment vivre en guerre avec l'autre. Le manoir Harrington s'était transformé. Le son de ses pas remplissait les couloirs, la musique que Sophia jouait en cuisinant se répandait dans les pièces. Même Madame Carver commença à rire plus souvent. Le temps, au lieu d'effacer, semblait solidifier l'amour entre eux, mais rien ne les prépara à ce qui arriverait par un après-midi pluvieux d'avril. Sophia se sentait différente depuis quelques jours, une fatigue persistante, une nausée subtile mais récurrente. Elle tenta de l'ignorer jusqu'à ce que le vertige survienne pendant une audience, la forçant à demander une pause et à s'asseoir quelques minutes. Ce fut Emma, son amie, qui suggéra le test, juste pour écarter l'hypothèse, dit-elle, en lui tendant une boîte de pharmacie discrète. Sophia fixa le petit objet comme s'il contenait un secret sur le point d'exploser. Quand la deuxième ligne apparut, le monde s'arrêta, silence, larmes, puis rire, un rire nerveux, surpris, incrédule. Et puis, un nouveau sentiment, une sorte d'amour qui n'avait pas encore de nom. Ce soir-là, elle ne lui dit pas immédiatement. Elle attendit que Nathan rentre, attendit qu'il enlève ses chaussures, desserre sa cravate, s'assoit sur le canapé avec un verre de vin et le journal. Elle attendit le moment où il la regarda et dit, presque instinctivement, « Tu es différente aujourd'hui. » Elle s'approcha de lui, s'assit à ses côtés, prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Parce que nous sommes 3 maintenant. » Nathan se figea, le temps s'arrêta un long moment. Il la regarda, les yeux écarquillés, comme s'il avait besoin d'une confirmation. Sophia hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Tu vas être père, Nathan. » Et puis, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il pleura sans honte. Ce n'était pas une larme unique. C'étaient de vraies larmes de quelqu'un qui croyait autrefois que l'amour était une menace et le ressentait maintenant comme une bénédiction. Les mois qui suivirent furent une danse entre attente, projet et peur. Nathan se plongea dans des livres sur la paternité, la sécurité domestique, les méthodes de respiration, et Sophia riait de le voir si méthodique à propos de la seule chose dans la vie qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle, à son tour, s'épanouit en tant que femme, épouse, future mère, plus sereine, plus confiante, plus en paix. La dernière semaine de sa grossesse, le jardin du manoir fut rénové avec de nouveaux bancs, des jouets en bois, des sentiers entre les fleurs et un petit cerisier planté au centre. Nathan dit que la première ombre que le bébé verrait devrait venir de quelque chose de vivant, quelque chose qui pousse lentement mais dure des générations. Et aux premières heures d'un lundi tranquille, le bébé arriva, une fille, à la peau claire comme celle de son père, aux yeux intenses comme ceux de sa mère, aux cheveux fins et sombres comme ceux des deux. Ils l'appelèrent Lily, pas seulement pour la lumière, mais pour le sens, quelque chose qui est enfin vu. Dans la dernière scène, la maison était à nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. C'était le silence d'une maison après que le bébé s'est endormi, un silence plein de lumière, de respiration, de promesses faites dans l'obscurité et de pas apprenant à marcher ensemble. Nathan était agenouillé près du berceau. Sophia l'observait depuis la porte. Il tenait la main de leur petite fille et murmurait doucement, « Je suis ton père,
et je t'aime déjà plus que tout au monde. Tu m'as appris que l'amour est le commencement, pas la fin. Sophia ferma les yeux. Elle savait que là, dans cette pièce où tout restait encore à venir, deux histoires, autrefois brisées, étaient devenues une famille complète. Et tout avait commencé par un contrat, mais c'était le courage d'être vulnérable et d'aimer pour de vrai qui les avait sauvés. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas avec des fleurs. Certaines débutent par le silence, la peur et des contrats froids. Mais parfois, ce qui semble n'être qu'une obligation révèle un dessein plus grand, guérir ce qui a été brisé, révéler ce qui a été caché, et montrer que le véritable amour n'arrive pas quand tout est parfait, il arrive pour transformer. Nathan croyait que ressentir était une faiblesse. Sophia croyait que l'amour était un risque qui ne valait pas la peine d'être pris. Mais ensemble, ils ont découvert que la plus grande force n'est pas de se protéger soi-même, c'est de se permettre de ressentir.